BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Voilà le nouveau week-end qui commence et votre nouveau De quoi je me mêle qui arrive. Merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de nous télécharger, de nous regarder en streaming, de nous écouter aussi. Votre rendez-vous du week-end, à la fois sur BFM Business, vous savez, à la radio, sur les bons vieux médias radio et télé et sur la chaîne BFM Business TV sur Tech & Co, mais aussi sur YouTube et donc en podcast avec, pour ceux De quoi je me mêle cette semaine, tout à l'heure, on va replonger encore une fois dans le musée de la tech. Je sais que vous aimez bien ce rendez-vous et moi aussi. Et avec Christophe Joly, on va ouvrir l'armoire de l'iPad. Et oui, première tablette tactile révolutionnaire. Tiens, plus de 10 ans après, je crois qu'on doit être à 12 ans après la sortie de l'iPad. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment un produit de rupture ? On en parlera et on reviendra sur l'histoire de l'iPad avec Christophe Joly. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à toute l'actualité de cette émission. Merci d'être là encore une fois et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est avec Anthony Morel qu'on ouvre le bal pour le club de la presse IT. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Le matin sur BFM Business, sur RMC la mi-journée, le soir il dort. Quoi d'autre ? Non, je dors pas, non. Il dort C'est pas. un mythe. Eh ben voilà, c'est ça. Une petite mise à jour d'Anthony Morel et c'est reparti, mesdames, messieurs, le premier journaliste cyborg. Tiens, je parlais de l'iPad. Ah là là, que de souvenirs. Ça va être génial tout à l'heure de se replonger dans ce truc-là. Ah mais carrément. Tu as un iPad, toi ? Bien sûr, moi j'ai eu le premier, ouais, absolument. Et il marche encore ? Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé. C'est une bonne question, tiens. Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, on avait parlé du premier iPhone là, qui s'est vendu $30 000 il n'y a pas longtemps aux enchères. Enfin bon, il était sous blister machin. Moi le mien il est un peu pété. Je suis pas sûr qu'il vale ce prix-là, tu vois. Mais ouais, pour moi tu disais produit révolutionnaire ou pas. Moi pour moi ça a été une révolution. Hein. Ouais. Enfin vraiment c'est un truc. Moi je pense que je m'en suis. À l'époque je m'en servais plus que de mon smartphone. Même maintenant c'est un peu différent parce que les formats des smartphones sont un peu plus grands. Mais t'avais Arcos, tu te souviens d'Arcos ? Oui, bien sûr, les tablettes Arcos. Voler, mais couper l'herbe sous le pied par Apple, quoi. Qui est arrivé avec un truc plus fluide, plus joli, plus beau. C'est ça. C'est la force d'Apple. Steve Jobs aussi, rappelons-le, qui était sur son petit canapé. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, donc ça sera la deuxième partie de De quoi je me mêle avec Christophe Joly. Anthony, dans l'actu, plein de choses. On va commencer par Mark Zuckerberg, qui est assez silencieux en ce moment, mais malgré tout, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a certains indicateurs qui nous montrent que le métavers est, et non pas en pause, mais en tous les cas moins mis en avant par la direction de Meta, ce qu'on peut comprendre dans ce contexte. C'est vrai, il y a des signaux faibles, comme on dit, qui montrent que au moins que la hype est en train de retomber comme un soufflet. Et c'est vrai qu'elle était montée très très haut, cette hype. Ouais. Hein. Et je veux dire, peut-être aussi à nous de faire un peu notre mea culpa de ce point de vue-là, parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense, l'an dernier, il n'y a pas une semaine où on ne parlait pas de métavers, mais parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à raconter aussi. Mais là, on sent que tout ça est en train de se calmer un tout petit peu. Alors c'est intéressant, il y a plein de petits éléments. Ouais. Alors déjà, Zuckerberg, effectivement, même s'il ne le dit pas publiquement, il a envoyé une lettre à ses troupes, à ses salariés, où il explique, alors il dit pas le métavers est mort, évidemment, continue à investir, il continue à croire que ça va être le futur d'Internet, mais il dit notre priorité numéro 1 maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est la lutte face à ChatGPT, GPT-4, etc. On sait qu'ils ont un système qui s'appelle Llama, qui a fuité d'ailleurs sur Internet et qui est visiblement très performant, mais bon, les investissements vont aller dans cette direction-là, premièrement, et le métavers, c'est après. Alors que le métavers, jusqu'ici, c'était le pilier stratégique de la croissance ils ont quand même changé de nom pour ça. Hein. Meta, il s'appelle Meta parce que c'était l'avenir d'Internet, c'était le futur d'Internet, c'était ça. On a l'impression que finalement l'IA, c'est un peu, si on fait l'analogie avec l'athlétisme, l'IA c'est un peu le 100 mètres et le métavers c'est le marathon. C'est-à-dire que on sait que le métavers ce sera sur des années. Voilà, il le dit lui-même, Mark Zuckerberg. On est en train de construire quelque chose qui portera ses fruits dans 5 à 10 ans, alors que l'IA c'est aujourd'hui. C'est véritablement la concurrence que tous les géants américains se mettent, ils s'affrontent avec ça. Et je pense que Meta est obligé de réagir. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est un peu ce que je reproche en fait à Mark Zuckerberg, c'est de nous avoir un peu trop appâtés, on va le dire comme ça. Et je pense qu'ils ont fait une erreur monumentale sur le timing. Moi, je continue à croire au métavers, même si effectivement, il commence à se calmer un petit peu. Je continue à y croire, mais tu vois.
il nous a proposé un produit et une promesse en nous disant voilà, vous allez pouvoir vivre une deuxième vie parallèle, un peu façon, tu sais, Ready Player One de Spielberg. Vraiment, c'est ça qu'on s'imagine quand on parle du métavers. Mais effectivement, dès le début, il nous disait oui, mais enfin attendez, parce que la miniaturisation des composants, le temps d'avoir des casques qui soient suffisamment petits pour qu'il y ait une adoption de masse, le temps qu'on puisse... Le soft aussi, les usages. Les usages, le temps qu'on ait des killer apps qui donnent vraiment envie au plus grand nombre de l'utiliser, le temps qu'on puisse avoir aussi des avatars photoréalistes, comme il nous l'a montré dans certaines présentations. Mais il dit attention, c'est pas prêt encore d'un point de vue technologique, mais ça ressemblera à ça à un moment. Enfin, je veux dire, c'est comme si on te présente un magnifique gâteau au chocolat. On dit, il est beau mon gâteau au chocolat. Mais c'est en plastique, là, il faut attendre un petit peu. Voilà, il est en plastique, mais dans 10 ans, par contre, tu pourras le manger, le vrai. Tu vas te régaler. Bon. Tu vas te régaler. Et dans la tech, ça fonctionne pas comme ça. Quand on nous montre quelque chose, il faut que la promesse soit tenue, on va dire, à relativement court terme. C'est la force d'Apple, on en parlait, tu vois. Quand Apple, ils présentent leur iPad, pour qu'on puisse parler de ça, un mois après, l'iPad, il était dans les rayons, tu vois. Il faut que le produit soit un minimum prêt. Et là, je pense qu'ils sont un petit peu avancés. Mais c'est vrai que je pense qu'en plus, Mark Zuckerberg n'a pas eu de chance dans cette histoire-là, parce que le climat technologique, au moment où il a lancé Meta, était plutôt tranquille. Finalement, on ne parlait pas encore beaucoup d'IA, il n'y avait pas en fait toute cette crise de la tech, il n'y avait pas aussi ce conflit géopolitique et les tensions qu'il y a entre l'Ukraine, la Russie, enfin plus que des tensions, et surtout entre la Chine et les États-Unis. Elles étaient là, mais c'était plutôt latent. Donc, dans ce climat qui était plutôt avec un ciel bleu, lancer quelque chose, on va dire, et des recherches sur 10 ans, ça avait du sens. Et puis là, tout s'est précipité. Exactement. La crise, l'IA, ChatGPT, qui donne une claque, en fait, à tous ces géants des réseaux sociaux, il est obligé maintenant de... Quand l'argent coulait à flot, c'était plus facile, effectivement, de couler $1 milliard par mois dans un projet un peu à la fois pharaonique et très hypothétique dans ses débouchés potentiels. Mais là, maintenant, les priorités ne sont plus les mêmes. Tu l'as vu, hein, il a répété d'ailleurs ils ont annoncé quand même 2 vagues de licenciements successives, Meta, et donc il dit voilà, 2023 c'est l'année de l'efficacité, on revient à des produits qui rapportent de l'argent rapidement, etc. Et clairement le métavers en fait pas partie, en tout cas à court terme. Mais au-delà de Meta à proprement parler, on voit bien, quand je te parlais de signaux faibles, c'est aussi à droite à gauche. C'est par exemple Tencent qui dit finalement ils avaient des grandes ambitions sur la construction de casques de réalité virtuelle, et ils disent finalement on va arrêter. C'est Microsoft qui avait lancé une division réalité augmentée dédiée aux applications industrielles et qui quelques mois après la supprime. Ouais, on ne sait pas trop si HoloLens a été arrêté ou mis en pause en fait. En tout cas, on voit qu'il y a un ralentissement. C'est assez clair. Et même quand tu regardes d'ailleurs sur Google Trends, ce qui est toujours un bon indicateur de l'appétit hype du moment. Voilà, tu regardes métavers, il y a eu un pic énorme, et puis là ces derniers mois c'est complètement retombé. Donc on voit bien que effectivement, pour des raisons à la fois financières et pour des raisons peut-être qu'on nous avait un peu trop vendu le truc, c'est en train de retomber un petit peu. Ce qui ne veut pas dire que c'est mort. Moi, je pense pas que ce soit mort. Et je pense même, au contraire, que ça peut être en fait une pause salutaire. Tu sais, c'est un peu comme dans le monde des cryptos, où les projets les plus sérieux et les plus intéressants, ils se construisent pas quand il y a le bull run de malade, quand les cryptos montent à fond, et où tu as une sorte de pression. Ça fait des bruits parasites qui perturbent en fait le projet. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu as une sorte d'urgence liée au marketing, à la communication. Il faut qu'on arrive avec un produit très rapidement sur le marché, etc. Et ça pousse à faire un peu n'importe quoi. Alors, sur le métavers, tu te souviens, le bon indicateur de ça, c'est les communiqués qu'on reçoit, nous les journalistes. Tous les jours, on avait des trucs complètement abracadabrantesques à base de métavers, des trucs ridicules qui n'avaient aucun sens. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Et c'était pareil sur les cryptos, mais quand la hype retombe un peu, c'est là que les projets peut-être les plus sérieux peuvent se construire dans la sérénité, loin justement de toute la communication, et peut-être pour revenir beaucoup plus fort quand les technologies, par exemple, de miniaturisation des casques seront prêtes, ou quand on aura inventé des killer apps, peut-être d'ici 5 ans. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, parce que la promesse du métavers, je la trouve incroyable. Ouais, c'est clair. Ça me fait rêver, tu vois, j'ai pas envie qu'on s'assoie dessus. Mais bon, voilà, force est de constater que c'est un petit peu retombé, quoi. Le Quest Pro, vous savez, ce masque qui était sorti il y a quelques mois de cela, accuse une baisse de prix intéressante. Il a perdu 600 € là, en quelques jours. Bon, il est toujours à plus de 1000 €, mais c'est l'un des signes aussi de ce que tu disais, c'est qu'à mon avis, ils ont dû en fabriquer beaucoup. Ça part pas, donc ils sont obligés de baisser les prix. Et puis, est prévu toujours cette année en 2023, le nouveau Quest
3, Ouais. qui est donc le successeur du 2, qui sera un casque beaucoup plus abordable et paraît-il très intéressant aussi. Donc voilà, malgré tout, Meta garde son calendrier, mais c'est vrai qu'entre-temps, on n'est pas tout le temps en train de parler de métavers, etc. etc. Exactement. Mais c'est vrai t'as raison, ils ont une roadmap qui est très solide. Hein, et Zuckerberg avait fait une présentation où il montrait effectivement Et des puis on peut pas prototypes arrêter de cette ces futurs roadmap casques. d'un coup, tu vois. Mais bien sûr, il y a tu avais des les gants milliers aussi. Tu te d'ingénieurs. souviens, les gants haptiques C'était ça top. incroyable. Incroyable. Donc, où tu pouvais toucher physiquement ce que tu vois à l'intérieur du casque. Il avait montré un prototype. Donc là aussi, il avait dit non, mais ce sera dans 5-10 ans, le temps qu'on arrive à miniaturiser tout ça. Mais la promesse est dingue. Enfin, tu te rends compte, tu auras un casque sur la tête et tu pourras toucher ce que tu veux d'ailleurs. On peut imaginer plein d'applications après. Non, hein. Bon, Anthony, s'il te plaît, je t'en prie. on arrête. Je pensais à jouer au piano, moi, en réalité virtuelle, par exemple. Voilà. Ah, pourquoi pas comme ça. Exactement. Ça pourrait être pas mal. Voilà donc pour ce métavers. Il y aurait plein de choses encore à raconter là-dessus. Évidemment, on suit toute cette actualité de près. Tiens, puisqu'on est toujours dans ces univers virtuels qui ont bercé pour certains bien notre jeunesse, on va revenir sur le comment dirais-je, la préhistoire du métavers. C'est Second Life. Ouais, l'ancêtre du métavers, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est souvent ça, hein, quand on parle de métavers, dans les commentaires, ils sont mais de toute façon, le métavers, ça existe depuis hyper longtemps. Alors, Second Life, c'était déjà du métavers. World of Warcraft, c'était déjà du métavers d'une certaine manière. Alors, ça dépend de la définition précise qu'on y donne. Si effectivement on parle d'un monde persistant où on peut vivre une deuxième vie virtuelle, alors effectivement, Second Life et même World of Warcraft, on peut parler d'une forme de métavers. C'est ça. Après, si on veut coupler ça avec de la réalité virtuelle, là, on n'y était pas encore. Ouais. Mais c'est ça aussi, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est le vocabulaire, la définition du mot métavers. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Bien sûr. Tu sais, à la base, c'est un mot qui vient d'un livre de science-fiction, de Neil Stephenson, qui s'appelle Snow Crash. Alors, c'est marrant parce que du coup, il est revenu c'est un grand auteur de science-fiction, mais j'ai vu qu'il était par exemple à la Paris Blockchain Week, où tu vois, on le fait venir pour lui demander, mais alors le métavers, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, est-ce que c'est conforme à ce que vous imaginiez et tout? Donc c'est rigolo, tu vois, même pour lui, il a dû halluciner. T'imagines quand il a vu Zuckerberg commencer à parler de ça et reprendre son mot. Bon, pourquoi pas? Mais effectivement, techniquement, tu vois, Second Life, c'était il y a 20 ans. 20 ans, c'était effectivement une prémisse du métavers. Et alors, ils reviennent sur le devant de la scène en lançant leur application mobile 20 ans après. Ça, c'est quand même dingue, quoi, tu vois. J'allais dire, tout le monde avait oublié, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a encore une communauté très active de joueurs sur Second Life qui doit être d'à peu près 1 million de personnes, donc c'est quand même pas rien. Mais c'était un phénomène de société. Il faut quand même se souvenir de ce qu'était Second Life à l'époque où on en parlait. Il y avait beaucoup de papiers, y compris dans la presse généraliste, des gens qui vivaient vraiment, qui avaient leur avatar virtuel, qui pouvaient faire du business dans Second Life. Il y avait des marques qui étaient implantées. Tu avais des hommes politiques qui ont donné des conférences sur Second Life. Quand je parlais des marques, tu avais par exemple, je crois que c'est Reebok qui avait une boutique virtuelle. Tu pouvais acheter tes baskets en mode virtuel et en mode réel. C'était un peu les prémices des NFT d'une certaine manière, même si c'était pas exactement la même technologie, mais tu pouvais acheter en tout cas des biens virtuels que tu pouvais aussi revendre. Tu avais le Linden Dollar qui existe toujours, qui était une monnaie qui était corrélée au dollar. Enfin, il y avait un cours du Linden Dollar, donc un peu comme les cryptos d'aujourd'hui, même s'ils n'étaient pas inscrits dans la blockchain, donc c'était pas exactement la même chose. Mais en tout cas, il y avait cette idée de monétiser des biens virtuels. Il y a des gens, les premiers millionnaires virtuels sont nés dans Second Life. Tu avais une fille qui s'appelait Anche Schum, je crois que c'était une Allemande de mémoire, qui avait lancé son agence immobilière dans Second Life, tu vois, et qui avait créé une agence où elle achetait des biens, elle les décorait virtuellement et elle les revendait. Et elle avait gagné une fortune. Elle avait fait la une de certains magazines économiques. Enfin, incroyable. C'est dingue, tu vois, cet univers qui s'était mis en place. Voilà, qui s'éteint aussi vite qu'il est arrivé. Ça a pris quelques années, mais effectivement, on a commencé à oublier Second Life à partir d'un certain moment. Puis je pense qu'ils ont un peu raté aussi. La technologie n'était pas très prête, c'est vrai que c'était pas très beau. Le moteur graphique n'était pas incroyable. Ça saccadait. On n'avait pas de connexion Internet aussi très rapide, donc ça mettait du temps à charger. Enfin voilà. Ça c'est vrai. Mais quand on se plonge là-dedans, moi souvent je fais le parallèle aussi avec le deuxième monde de Canal+, qui était un truc incroyable en 97, je te rends compte. Et une initiative française qui était peut-être le premier monde virtuel qui avait été lancé par Canal et qui avait disparu en 2002, je crois, quelques années plus tard, parce que c'était pas prêt. Mais c'est ça qui est intéressant. Le parallèle, on peut le faire aussi avec un truc qui n'a rien à voir, c'est les Google Glass qui vont, moi je pense, peut-être revenir sous une autre forme, c'est-à-dire avec des technologies. C'est en gros des gens qui sont
trop en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'on a une intuition, Oui, une qui se disent intuition. voilà le futur d'Internet. Un rêve, en Un quelque rêve, sorte. exactement. On va lancer le truc. La technologie, clairement, elle est pas prête. T'as Ouais. raison, les moteurs graphiques dans Second Life, alors même si à l'époque c'était tout à fait correct, mais ça a été très vite dépassé. Mais cette idée qu'on pourrait effectivement avoir une deuxième vie virtuelle, si t'as la technologie qui suit, si t'as des casques qui sont pas plus gros que des lunettes, avec des moteurs graphiques absolument dingues, avec la possibilité d'avoir un avatar photoréaliste, d'avoir une réaction, de te connecter, de déconnecter en temps réel, d'être en relation avec des collègues ou des amis instantanément, etc. Bah ouais, si, ça peut le faire en fait. Mais simplement, c'était pas prêt à l'époque, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais moi, je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre. Je pense que ça va arriver. Enfin, en tout cas, pour les nostalgiques, replonger dans Second Life avec une appli mobile, donc. C'est à télécharger sur votre iPad première génération. S'il fonctionne encore. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a des applis qui marchent plus dessus. Ouais, je pense que l'application Second Life fonctionnera pas dessus. De Non, toute façon, je pense il n'y a pas. pas de doute. Mais... Dans l'actu aussi, eh bien, c'est Microsoft. Alors voilà, Microsoft, on en parlait tout à l'heure, qui met en pause peut-être tous ses projets de réalité augmentée avec HoloLens. D'ailleurs, ça m'étonne parce que c'est fou. Microsoft a dépensé énormément d'argent. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur HoloLens. On a tous essayé ces lunettes, Anthony, alors qui était loin d'être parfaite, mais qui proposait quand même quelque chose. Il y avait même dans les usages industriels, hein, il y a plein de boîtes qui se servaient de ça pour avoir des modes d'emploi éclatés de certaines machines. mais HoloLens, c'est hyper bien. Hein. Enfin, pour l'avoir testé, bon, c'est visiblement, ils mettent ça en pause. Bah, en tout cas, ils en parlent moins. Ouais, ils en parlent moins, effectivement. Alors, tu as raison de dire que les applications, elles sont avant tout industrielles, mais elles étaient très spectaculaires en termes de. Enfin, tu vois, j'ai toujours en tête, j'avais testé moi un truc sur. Ça simulait la construction d'une voiture. Donc, tu as la voiture qui arrive devant toi, tu as des gens aux quatre coins du monde qui voient la même voiture. Tu peux interagir, tu prends la roue, tu dis ah ouais, là sur la roue, il faudrait qu'on change la jante, qu'on fasse ça, tac, tu la passes à ton collègue qui est à côté, mais qui est en fait au Japon. Bah, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, il y avait ce truc d'avoir l'impression de pouvoir quasiment toucher les gens qui sont en face de toi, les objets qui sont en face de toi, mais alors que voilà, tout est rendu possible par ce casque, alors qu'il est peut-être encore un peu trop encombrant, qu'il lag encore un peu, c'est vrai. Mais là aussi, je pense que voilà, ça va s'améliorer. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que Microsoft, en revanche, accélère sur l'IA. Évidemment, le partenariat avec OpenAI et les investissements de 10 milliards n'y sont pas pour rien. Hein. Et tu voulais nous parler de Copilot, en fait, qui est une espèce de nouvelle fonctionnalité qui va arriver sur Office, dans plein d'outils d'Office, que ce soit Word, PowerPoint, etc. Et qui, alors là, sont pour certaines complètement bluffantes. C'est ça. En fait, l'idée de Microsoft, c'est de mettre du GPT-4 absolument partout. Et donc, ça prendrait la forme d'un petit bouton, donc Copilot, qui serait intégré dans tous les logiciels de Microsoft. Et donc, tu cliques sur ce bouton et tu vas avoir accès à l'interface GPT-4 qui va venir t'aider. Je te donne quelques exemples concrets. PowerPoint, tu fais un PowerPoint, bon, tu sais pas trop comment t'y prendre avec ta présentation, t'es un peu en galère, bon, tu as la thématique, tu as 2-3 points clés, et c'est tout. Bah, tu appuies sur Copilot, tu lui donnes tes indications, tu lui dis voilà, je voudrais une présentation en 10 slides, en 15 slides autour de ça. Là, il te fait un déroulé complet, hyper propre. Et après, tu peux évidemment personnaliser, tu peux changer des trucs, etc. Mais en tout cas, tu as ta trame qui est complète. Ouais. Bah, c'est quand même c'est incroyable. Génial. Tu as le temps que tu vas pouvoir gagner avec ça. C'est extraordinaire. Ça, c'est un exemple. Tu vas pouvoir l'avoir dans Outlook. Bon, la perte de temps des mails chaque jour. Tu as la conversation avec 15 personnes, tu sais, qui s'échangent des mails. Les 3 quarts des mails ne te concernent pas. Tu dis, bon, vas-y, résume-moi ce fil. Il va te résumer les trucs avec les points les plus importants, ce qui te concerne, ce qui ne te concerne pas. Ok, réponds-moi. Fais-moi une réponse en mettant en avant tel point. Hop, tu as la réponse qui est prête, tu l'envoies, c'est terminé. Ça, c'est pour les mails. Tu vas intégrer aussi Copilot dans Teams pour les visioconférences, où tu vas pouvoir avoir ce petit outil qui va suivre la conférence pour toi. Par exemple, si tu arrives en retard, il va te faire un résumé de ce que tu as raté. Si tu pars trop tôt, il va te faire un résumé de ce que tu as raté à la fin. Donc là aussi, des gains de productivité, un résumé de la visioconférence si tu le souhaites. Enfin, voilà, c'est quelques exemples, mais si tu veux, ça donne bien une idée des applications très concrètes de ce que va pouvoir nous apporter en fait GPT-4 ou GPT-4, je sais jamais comment dire, j'alterne. Je sais pas trop sur quelle chaise me mettre, mais en tout cas voilà des premières applications concrètes de cette technologie qui est absolument incroyable. En plus évidemment de l'intégration dans Bing qui est dingue. Enfin moi je vais te dire, j'utilise maintenant plus Bing que Google. Moi, ça y est. C'est dingue. Bah ouais, je sais pas. Mais alors, tu te sers donc de GPT-4. Ouais.
Et tu t'en sers pour le travail ou Ouais. simplement pour... Je m'en sers beaucoup pour le boulot. Pourquoi, par exemple? Bah écoute, par exemple sur des chroniques, quand je fais une chronique sur une thématique, alors avant je faisais mes recherches sur Google, en plus de, tu vois, des infos que tu Ouais, as, à bien droite, à sûr, gauche, oui, oui, etc. oui, oui. Mais voilà, là, bah, par exemple, si je cherche des illustrations concrètes sur une thématique donnée, je vais lui dire, bah vas-y, GPT-4, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait une chronique sur des startups qui nous aident à optimiser notre consommation d'eau. Donc tu vois, des boîtes qui ont créé un disjoncteur à eau qui coupe le système quand tu as une fuite, des robots qui vont détecter les fuites dans les canalisations, etc. Donc j'avais 2-3 exemples, tu vois, donc j'avais de quoi faire ma chronique. Mais je disais, ce serait bien si j'avais quand même d'autres exemples. Alors en temps normal, alors je l'ai fait d'ailleurs, je suis allé chercher sur Google. C'était pas très concluant, j'arrivais pas trop, machin. J'ai posé la même question à GPT-4, je lui ai dit, vas-y, je suis en train d'écrire une chronique sur cette thématique-là. Donc tu lui donnes le contexte. Je lui donne le contexte, exactement. Est-ce que tu peux me trouver des startups françaises, que je cherchais des startups françaises, qui travaillent sur ce sujet-là et qui nous trouvent des solutions? Et là, il te fait une liste. Bon, ok, est-ce que tu en as d'autres? Il te refait une liste. Mais c'est génial, en fait. C'est génial. Et en plus, ce qui est bien sur Bing par rapport à ChatGPT classique, c'est qu'il te met les sources. Donc pour nous, les journalistes, c'est hyper important. C'est super. Et Il tu te peux met cliquer où il sur a les sources. Tu peux cliquer sur les sources. Donc tu peux aller voir où il a trouvé telle ou telle info. Tu dis, ah ouais, ça c'est pas mal et tout. Et ben voilà, moi, enfin, je vais te dire concrètement, ça me fait gagner un temps fou. Ça te fait gagner du temps. Ça me fait gagner un temps fou. C'est un exemple, tu vois, mais je m'en sers vraiment de plus en plus, je me rends compte. Mais dites-nous si, moi, je fais ce constat que maintenant, je crois que je l'utilise plus que Google au quotidien. Ce qui est quand même enfin, si on m'avait dit il y a 6 mois que tu allais utiliser plus Bing. Bing que Google, j'aurais dit ouais, d'accord. J'attends de voir quand même. C'est assez dingue quand même. Tiens, puisqu'on évoque Google, il faut savoir que là aussi, Google sort du bois avec Bard, qui, alors, n'est pas encore vraiment disponible un peu partout, mais on voit que Google ouvre un peu les vannes. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on peut s'inscrire à une liste d'attente pour que, en fait, voilà, n'importe qui puisse tester ça. On va voir. On a hâte de tester. Hein. On a hâte de tester. Ouais. On voit que eux aussi sont évidemment là-dessus. Et j'imagine que, on le disait, on le répète, chez Google, ça doit être le feu. C'est-à-dire que constater que Microsoft est en train de prendre de l'avance sur un truc sur lequel il travaille depuis des années, Google, ça doit être terrible. Mais c'est ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec ChatGPT, ça a été un accélérateur absolument dingue. Et tous les spécialistes de l'IA avec lesquels on peut discuter nous disent ça. C'est-à-dire qu'en gros, ces technologies, elles étaient un peu en gestation depuis des années. Elles existaient dans les laboratoires de recherche. Elles étaient là. Le grand public ne le savait pas ou le savait marginalement. Tu vois, tu suis l'actualité tech, tu savais qu'il y avait des projets, etc. Et là, ça a été une sorte de pavé dans la mare qui a forcé tout le monde à y aller. Et c'est vrai, tu as raison, pour Google, qui n'était pas du tout prêt à sortir. Donc Bard, ça les a un petit peu bousculés. Et d'ailleurs, on parlait des applications dans le domaine professionnel. Copilot pour Microsoft, ils ont annoncé des choses extrêmement similaires pour Google Docs, enfin pour toute leur suite logicielle, avec par exemple des outils qui vont permettre pour Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, par exemple tu as un tableur qui est un peu indigeste, tu lui demandes vas-y fais-moi une explication de texte de ce tableur et il te fait un résumé, il t'explique, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça va être très intéressant. Mais c'est pas seulement eux, c'est aussi Facebook, on le disait, Meta qui travaille sur le sujet, et c'est plein d'entreprises aussi qui sont plus petites, qui sont moins connues, y compris en France. Ce matin sur BFM Business, là, on avait faut que tu les fasses venir dans Tech & Co, enfin peut-être que tu les connais déjà. C'est une boîte qui s'appelle Lighton et qui... Tu les as eu ? Oui, c'est une boîte d'IA pour les entreprises françaises. Exactement, et qui a une technologie qui est comparable à celle de ChatGPT, avec en plus, parce que tu as tous les enjeux de souveraineté nationale, donc nous, on a la même technologie, mais on garantit, si vous voulez, que vos données ne vont pas partir toutes les dans données la nature, restent, en fait, dans l'entreprise. Dans une machine, en quelque sorte. C'est génial, mais eux aussi, si tu veux, ils n'étaient pas... Tu vois, le ChatGPT, alors à la fois les a forcés à sortir du bois, et en même temps leur donne une visibilité dingue, parce que maintenant, tout le monde veut acquérir ce genre d'outils, quoi. Donc je trouve que enfin, voilà, encore une fois, on vit un moment assez extraordinaire de ce point de vue-là. Ça va être, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Dingue. Tiens, puisque tu parles de Tech & Co, justement, hier, j'ai reçu aussi un super truc. Peut-être que tu en as parlé. D'ailleurs, vous avez vu, on est entre nous, on s'échange nos idées de chronique. Bah ouais. Mais c'est la mairie de Plaisir. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est donc une petite ville, la ville de Plaisir, qui s'appelle comme ça, et qui a en fait transformé son standard et a connecté de l'IA. C'est-à-dire que quand tu appelles donc la mairie, eh bien, tu as une voix qui est quasi normale,
vocal avec qui tu dialogues et qui va te répondre quand tu poses des questions. Ah, j'ai pas vu ça. Alors, c'est pas encore ChatGPT, c'est-à-dire que les questions sont pré-mémorisées et ça va répondre à peu près à 50% des requêtes des administrés, parce qu'en général, tu appelles pourquoi ? Parce que tu veux renouveler ta carte d'identité, ton passeport, tu veux savoir où tu dois acheter le timbre fiscal. Donc, ils ont repéré toutes les données qui étaient le plus souvent, toutes les questions qui étaient le plus souvent posées. Et donc, si tu veux, tu as un dialogue avec cette machine. C'est plutôt cool. C'est Incroyable. une startup qui fait ça, avec la mairie de plaisir. Et c'était encore de l'IA. Et je posais la question au patron de cette startup qui disait ChatGPT va arriver cette année. Et là, on est à la préhistoire avec ce qu'on a fait là, avec la mairie de plaisir. Demain, ça pourra générer des réponses, même si elles ne sont pas préenregistrées. Ouais. Et là, il nous a dit, c'est un truc de dingue. Ça, j'y crois à fond. Mais tu te souviens de la présentation, là encore, quand on parle d'être en avance sur son temps, c'était Google lors d'une Google I.O., donc Developer Conference, il y a 3-4 ans, où ils avaient fait cette démo d'une IA qui appelait un salon de coiffure. Tu te souviens de ça ? Elle était dingue, cette démonstration, surtout à l'époque, parce qu'on parlait beaucoup moins justement des IA génératives, etc. Et en gros, c'était une IA donc qui crée un spectre vocal, qui recrée même toutes les petites imperfections du langage, les petites hésitations, etc. Et qui passait des coups de fil, par exemple, pour réserver à ta place une table dans un restaurant ou prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure. Et donc ils appelaient, alors je sais pas dans quelle mesure c'était mis en scène ou quoi, mais de ce qu'on comprenait, c'était des gens qui n'étaient pas au courant. Ils appelaient un vrai coiffeur ou un vrai restaurateur, et jamais tu faisais la différence. Tu avais vraiment l'impression d'avoir un humain au téléphone, alors que c'était une machine qui t'appelait et qui prenait un rendez-vous pour toi. Bon, tu sais qui on a au téléphone là ? Vas-y, dis-moi. J'ai l'impression qu'on a Donald Trump. Ouais, c'est clair. Quand on parle d'IA, tu sais qu'il est un peu moins populaire, etc. Il a enfin accepté de nous parler dans De quoi je me mail. Vous nous croyez pas ? Écoutez, on a Donald Trump là qui nous a envoyé ce petit message. Hi, this is Donald Trump. You're listening to De quoi je me mail, the best tech podcast in the world. I really love François Sorel. He is an amazing guy. Make France great again. Merci Donald. Franchement, ça me fait plaisir. Écoute, petite dédicace, François. Moi, il n'a pas parlé de moi. Non, il n'a rien dit sur toi, dis donc. Non, visiblement. On s'en fiche, quoi. Écoute, non, mais c'est pas grave. C'est pas mal déjà. L'avantage, c'est qu'on pourrait lui faire dire et citer ton nom. Tu peux l'ajouter, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je peux le faire parce que c'est moi qui fais le montage. Donc il n'y a pas de souci, je vais le rajouter. Oui, j'avais fait, au début, j'avais fait la même, mais j'avais dit j'aime beaucoup Anthony Morel, et d'ailleurs, il faudrait lui donner une grosse augmentation. Mais voilà, je me suis dit c'est trop gros. Ouais, c'est trop gros, ça passera pas. Et puis si Donald Trump le dit, c'est pas sûr que ça passe aussi. Quoi. Alors que là, on y croit, tu vois. Là, vraiment, donc de quoi je me mêle. Et donc, alors, pour expliquer un petit peu. Mais c'est impressionnant déjà. On a vraiment l'impression d'écouter Donald Trump. Absolument, c'est très spectaculaire et donc c'est ce qui est rendu possible par des IA génératives dans le domaine de la voix, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de cloner n'importe quelle voix à partir d'un petit enregistrement. Là, c'est un outil que vous pouvez tester qui s'appelle Eleven Labs, donc Eleven comme le chiffre, Labs L-A-B-S, et qui propose donc que vous lui envoyez 1 minute d'enregistrement de n'importe qui. Donc là, je l'ai fait avec Donald Trump, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, à partir d'un message vocal, même si vous voulez. Et à partir de ça, il va décomposer le spectre vocal, le recomposer à la demande, et donc vous tapez du texte au clavier, et il va répéter ce texte comme un perroquet, en fait. Alors, attention quand même, là je l'ai fait avec Donald Trump parce qu'il a une voix qui est reconnaissable immédiatement et surtout parce qu'il est américain. Ça fonctionne pour l'instant qu'avec des voix anglaises et américaines. Je l'ai testé avec des voix françaises. Vous pouvez essayer, vous amuser. Il reproduit effectivement la voix, mais il y a un gros accent américain comme ça. Donc c'est pas très probant en français. Mais pour les voix américaines, c'est absolument dingue, absolument dingue. Le résultat est donc évidemment avec toutes les dérives que ça peut engendrer, parce que tu peux imaginer évidemment qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Et quand tu vois aujourd'hui qu'on arrive à avoir des vidéos qui arrivent à transformer les personnalités, les intégrer, les déguiser, leur faire dire n'importe quoi, on mixe ça, ces images, avec ce son. Ah oui. Exactement. On y est là. Là, on est sur du deepfake de haut niveau et qui va. Enfin, je le dis souvent, mais en matière de fake news, on n'a encore rien vu, mais c'est de la rigolade pour l'instant ce qu'on a. C'est-à-dire que quand on voit la crédulité moyenne des gens, et je me mets dans le paquet, des fois tu peux être pris de court, etc. Même par une photo, une publication, des fois c'est un peu gros et t'y crois. Mais là, tu auras vraiment Donald Trump ou n'importe qui d'autre qui te dit
ce truc, tu vois ses lèvres bouger, tu entends sa voix, c'est réellement sa voix, bah écoute, bon courage pour faire la différence, quoi, et pour savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. On l'a vu aussi d'ailleurs avec Midjourney cette semaine, où il y a eu par exemple des fausses photos de Donald Trump qui se débattait, qui était arrêté par la police et qui essayait de s'enfuir, et franchement t'avais l'impression que c'était la réalité. C'était impressionnant. Mais là pour la voix c'est absolument dingue. Et donc sur les dérives qu'il y a eu, alors certaines sont devenues virales, où tu as par exemple eu Emma Watson, tu sais, l'actrice, à laquelle on a fait lire des extraits de Mein Kampf, donc très très fort, tu vois, mais c'est dingue parce que tu as vraiment l'impression que c'est elle, en fait, tu crois à 100%, en fait, si tu le sais pas, c'est impossible de savoir, quoi. Très spectaculaire. Ça va être difficile de légiférer tout ça, on pourra pas, je pense. Non, je pense que c'est toujours pareil, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Moi je pense pas qu'on puisse, qu'est-ce que tu veux faire, réguler? C'est compliqué, c'est-à-dire que les constructeurs, les fabricants de ces logiciels eux-mêmes peuvent mettre des règles, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, par exemple là sur Eleven Labs, parce qu'ils ont été pas mal critiqués, il y a eu une petite polémique, donc ils ont commencé, je crois, à un peu plus vérifier les gens qui s'inscrivaient, à interdire un certain nombre d'imitations. Midjourney par exemple, c'est pareil, ils ont commencé à limiter les prompts que tu pouvais faire, donc les demandes que tu pouvais faire pour justement limiter les fake news. Mais je pense que franchement on n'y arrivera pas, quoi. Ça va falloir trouver d'autres solutions, parce que on pourra pas réguler ça, interdire ça paraît quand même très très compliqué. Après, il y a aussi des applications qui sont hyper positives, c'est-à-dire que là, par exemple, le clonage de voix, t'imagines, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, tu vas pouvoir, je sais pas, avoir le personnage principal d'un jeu vidéo qui parle avec ta voix, par exemple, qui va être reproduite. Ou qui en temps réel, via la situation, pourra parler et vraiment réagir à ce qui se passe vraiment, ça sera plus préenregistré. Exactement. On peut imaginer dans le cinéma aussi. Dans le cinéma, bien sûr. Voilà. Pour le doublage, alors on va dire, c'est une bonne nouvelle, mais enfin pour les doubleurs, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais par exemple, pour, je sais pas moi, créer des comédiens virtuels, des choses comme ça. Pour faire revivre un comédien qui est décédé. Ça, c'est un sujet un peu touchy, mais c'est vrai qu'on peut imaginer des trucs comme ça. Et tu as aussi les applications médicales où tu vas pouvoir redonner une voix à ceux qui l'ont perdue. Il y a des maladies où voilà, tu perds, tu n'as plus de voix. Là, en fait, on va pouvoir synthétiser ta voix, et ensuite, il suffira de taper à l'ordinateur et ce sera ta voix qui parlera. Tu vois. Voyons aussi le verre à moitié plein, heureusement. Mais c'est vrai que ces technologies de clonage de voix, elles vont quand même poser plein de questions au-delà du technologique, qui vont aller vers juridique, éthique, philosophique. Il y a plein de choses qui vont se... Parce que là, le truc de Donald Trump, moi, c'est impressionnant. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. On va terminer par l'Apple Watch. Alors, non pas qu'il y ait de nouvelles rumeurs concernant une nouvelle Apple Watch, c'est rien de tout ça, mais en revanche, une chose est sûre, l'Apple Watch est sans doute l'un des produits technologiques les plus intéressants, parce que c'est l'un des rares produits technologiques qui sauvent des vies depuis des années, Anthony. Ouais. Apple en parle, mais pas énormément. C'est-à-dire que de temps en temps, Tim Cook publie un mail, c'est très malin d'ailleurs, un mail qu'il a reçu d'un utilisateur qui lui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Grâce à l'Apple Watch, vous m'avez sauvé la vie, etc. C'est très, très encadré, parce qu'ils n'ont pas envie aussi d'aller très très loin là-dedans. Ouais. Mais le constat est clair, l'Apple Watch sauve des vies. Et plusieurs vies. T'as raison de dire qu'ils sont assez modestes sur ce coup-là. Ouais. Et je trouve qu'ils sont plutôt malins, c'est plutôt intelligent. Moi, je pense aussi, parce que c'est intelligent, parce que en fait, c'est de la pub gratuite. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Non. Parce que tous les médias en parlent, aux États-Unis notamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vie est sauvée par l'Apple Watch, machin a eu une alerte sur son Apple Watch, et il est allé à l'hôpital et on lui a diagnostiqué un problème au cœur, sinon il serait mort. Et là, il y a eu une illustration cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle. C'est donc qui a un peu fait parler d'elle dans la presse américaine aussi. Et donc c'est un monsieur qui s'appelle Ken Kunyan, qui habite à Cleveland. Et donc, il utilise son Apple Watch pour le fitness et pour poursuivre son sommeil, etc. Et puis un jour, son Apple Watch, alors d'habitude, c'est l'électrocardiogramme, souvent qui donne les alertes. Et là, c'est le capteur de respiration qui lui dit ta respiration est anormale, un peu plus élevée que la moyenne. Donc voilà, il va à l'hôpital. L'hôpital décèle rien, ils lui font une radio, rien du tout. Il rentre chez lui. Quelques heures plus tard, c'est le capteur de taux d'oxygénation du sang qui lui dit t'as un taux qui est pas normal. Ouais, bon, ok. Son fils insiste, si, va à l'hôpital. On sait jamais. Il va à l'hôpital, on lui fait un scanner. Et il s'avère qu'il avait des caillots de sang dans les poumons. Et les médecins lui disent... Il commence à faire une embolie pulmonaire, sans doute. Alors, ça doit être ça. Alors, je ne suis pas médecin, mais t'as raison, c'est peut-être ça. Et en tout cas, les médecins lui disent, si vous n'étiez pas venu, si vous n'aviez pas
obéi aux recommandations de votre montre, vous seriez peut-être pas réveillé demain matin. Waouh. Tu vois le truc, enfin, c'est quand même vertigineux. Tu te dis là, ces montres connectées qui ont été au début, tu te souviens au début, c'était des podomètres améliorés. Enfin, tu vois, il y avait un côté un peu gadget. Et on se disait, mais à quoi ça sert, Exactement. le fait d'avoir son SMS sur le poignet. Bah voilà. Et en fait, là, on voit à quoi ça sert. C'est-à-dire que vraiment, c'est devenu non pas un médecin, il faut être clair là-dessus, mais un assistant médical, c'est-à-dire qu'il va te lancer un lanceur d'alerte, en fait. Voilà, il va te dire, voilà, il y a un truc qui va pas. Vas-y, va chez le médecin, va voir, il y a probablement un truc. Et en fait, ça s'avère, enfin, c'est la réalité là, très très souvent. Quand tu ajoutes à ça les capteurs pour la détection d'accidents de voiture, les fonctions SOS pour quand tu es perdu au milieu de nulle part, etc., tu te retrouves quand même avec des petits objets qui sont fort utiles. C'est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas mal. C'est en tout cas beaucoup mieux que, pour le coup, le truc qui est sorti au début et qui était vraiment un petit gadget. Et on sait bien qu'Apple a plein d'ambitions dans ce domaine-là, qui veulent ajouter d'autres capteurs, d'autres briques technologiques. On avait parlé il y a quelques semaines de la glycémie, par exemple, des capteurs qui pourraient analyser le taux de sucre dans le sang pour les patients diabétiques, par exemple. Enfin voilà, on sait qu'ils ont plein d'ambitions, qu'ils veulent aussi intégrer dans les AirPods des fonctionnalités pour analyser la température, la posture, etc. Apple est en train de devenir une entreprise de santé. Oui, c'est clair. Tim Cook l'a dit, de toute façon, et je pense que ça fait aussi partie de... Je pense qu'il pense à la suite, Tim Cook, il pense à l'héritage qu'il laissera à la tête d'Apple. Enfin, il est là depuis longtemps maintenant. Et il laissera sans doute l'héritage de l'Apple Watch. Ouais. Ça, c'est clair. Et de cette idée de faire d'Apple une entreprise de santé. C'est-à-dire pas seulement celle qui fabrique les iPhones, mais celle qui... j'allais dire prend soin des gens, évidemment, c'est pas ça, c'est évidemment pas des philanthropes, mais en tout cas, mais qui améliore la qualité de vie et le confort des gens, ça c'est clair. Moi je pense que c'est vraiment, il a ça en tête, il sait qu'il restera pas après, il a dit d'ici la fin de la décennie, je partirai certainement. L'héritage de Tim Cook, ce sera aussi celui-là, je pense. C'est clair. Avec 2 nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. La tension artérielle. Ah ouais, ça c'est fou aussi. Très important. C'est compliqué, mais je sais que Apple y travaille. Et puis le taux de glucose dans le sang, qui permettrait à toutes les personnes diabétiques d'avoir en temps réel leur glycémie. Et ça, on y est presque. Apple travaille aussi là-dessus, donc on voit que petit à petit, ils rajoutent des fonctionnalités hyper importantes. Ça, c'est une révolution, parce que le diabète, c'est pas rien dans le monde. Il y a des millions et des millions de gens, c'est terrible. Et bien voilà l'actu de cette semaine avec Anthony. Merci Anthony. Merci François, merci à tous. Pour ton analyse, ton enthousiasme et ta passion sur la tech, comme toujours. Et vous restez avec nous, on va attaquer notre deuxième partie de quoi je mêle avec Christophe Joly, qui va revenir sur l'histoire de l'iPad. C'est en deuxième partie, vous restez là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.